On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le Bonheur c'est les autres avec un invité qui m'est cher, qui s'appelle Michel Gad-Volkovitch. Bonjour Gérard. Bonjour Michel Gad, vous allez bien? Ouais, ça va, un peu divisé, un peu schizophrène en ce moment, comme beaucoup, mais ça va. Vous allez nous expliquer ça peut-être? Ouais. Alors moi je voudrais juste dire simplement que vous êtes un psychanalyste, un professeur, mais au-delà vous êtes un penseur, vous êtes un analyste au sens large du terme et pas seulement de la psyché, et vous êtes un acteur engagé. Ça va si je dis tout ça? Bah, c'est gentil, je crois que c'est gentil plutôt. Ouais. Mais alors comment vous vous présentez-vous? Quand quelqu'un ne vous connaît pas, vous dites simplement je suis psychanalyste ou vous dites autre chose? Comment vous vous présentez? Écoutez, quand c'est dans un domaine professionnel, je suis obligé de dire je suis psychanalyste, professeur de psychopathologie, etc. etc., etc. Maintenant, en dehors des milieux formels, je préfère dire voilà, Michel Gad-Volkovitch, fils de Joseph et de Rose Volkovitch, parce que si j'ai bien compris, Gérard, vous allez m'interviewer sur le bonheur. Oui, vous avez bien compris. Voilà, et le bonheur, il se mesure sur le chemin qu'on a fait et ce à quoi on se croit fidèle, en tout cas, et qui nous paraît important. Et donc d'où je viens, moi, en tout cas, est très important, parce que c'est un repère constant. Je racontais à quelqu'un que j'aime bien, plus jeune, qui me disait qu'il était souvent intimidé dans certains endroits, notamment quand il rencontrait des gens qui lui paraissaient importants, à lui en tout cas. Et je lui disais, moi, c'est marrant parce que très vite, j'ai eu l'occasion d'être invité dans des ministères, par des ministres, de la santé ou de l'université pour des raisons professionnelles, enfin pour des projets, etc. Et au fond, je me disais, mais finalement, qui sont eux et qui je suis? Moi, je suis un petit juif. Mes parents étaient de Pologne, d'un shtetl. Ils ont traversé tout ça. Ils ont connu toutes les épreuves que tu peux imaginer, Gérard. Et ils ont gardé une soif de vie incroyable, une appétence à la vie qu'ils nous ont transmis malgré la Shoah, toutes les horreurs qu'ils ont vécues. Et je me dis, moi je suis là. Moi je suis là et mes parents, ils doivent être très fiers. Et je suis là, moi j'ai rien à perdre, quoi. Je veux dire, on est des conquérants. Alors on nous en veut aussi un peu, mais voilà, moi je conquiers la vie et j'en profite. Et j'essaye d'être moi-même. Et le fait d'arriver à être soi-même dans n'importe quelle circonstance, on sait que c'est pas aussi facile que ça, ni pour personne. Là, je crâne un peu en disant ça, mais je crois que si on arrive à être à peu près comme on pense que c'est bien d'être et être soi-même, je pense qu'on peut être, je dirais pas heureux, mais en tout cas bien, quoi. Voilà, en tout cas bien. Donc voilà, c'est ces références. C'est pour ça que je me présente comme je suis le fils de mes parents. Et je suis fier, je suis fier de ça. Et s'ils le sont, j'imagine que de temps en temps ils le sont, ça me rend heureux. On peut préciser que vous êtes un grand amateur d'art. Il suffit de voir, là on enregistre dans votre univers personnel, où que se pose le regard. Il y a un magnifique tableau, Ouais. où il y a une sculpture, où il y a, enfin surtout des tableaux, hein. Il y a surtout des tableaux, mais il y a aussi quelques sculptures. Quelques sculptures. Ouais. Donc vous êtes un grand amateur d'art aussi. Je peux même pas dire ça, Gérard, tu sais. Bon? Écoute, je m'y connais un peu, à force, quoi. Mais pour moi, l'art n'est pas sacré. C'est comme les fonctions, là, on parlait des gens qu'on rencontre. Ce qui compte, c'est les gens. C'est les rencontres. Alors ça peut être une rencontre souvent avec des personnes, et c'est toujours d'ailleurs avec des personnes. Derrière les œuvres d'art, il y a toujours des personnes. Il se trouve que moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'art tout à fait par hasard, après une histoire d'amour avec quelqu'un qui s'intéressait à ça, et comme j'étais amoureux, elle me traînait dans les galeries, etc. Et puis après, j'y allais plus parce que voilà, quoi. Et puis après, c'est des rencontres d'amitié. Il se trouve que j'ai rencontré des artistes et que j'ai aimé ces artistes, et donc j'ai aimé leurs œuvres. C'est très transférentiel, quoi. Mes grands copains, c'est Ofer Lelouch, c'est Alain Kleinman, c'est Gérard Garouste, etc. C'est des hommes que j'aime, c'est des amis, c'est comme des frères.
Et par exemple, quand j'ai rencontré Offer la première fois, quand j'ai vu une exposition d'Offer, je me disais, quel narcissique celui-là. Vraiment, c'est formidable, c'est vachement bien fait, c'est magnifique, etc. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce type? Et puis quand je l'ai rencontré, évidemment, ça a transcendé tout et j'adore ce qu'il fait et ça me parle surtout parce que c'est une affaire, encore une fois, de rencontre. Ça me parle, ça m'aide à vivre, ça m'aide à créer, à penser et à ressentir des choses, à m'étayer dessus, voilà. Pour Alain, évidemment, c'est pareil. Pour Alain Kleinman, c'est comme un frère et tout ce qu'il fait, ça résonne. Donc ça m'aide à penser, ça m'aide à ressentir des choses, à me donner des représentations. Jair Garou, c'est pareil. Je veux dire, avant, moi j'étais très insensible à son art, c'était très classique, c'était un peu baroque, c'était des représentations de mythes juifs, grecs, romains, etc., etc. Moi, j'y connaissais pas grand-chose à tout ça et ça me touchait pas beaucoup. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré l'homme et tout a changé. C'est-à-dire, ça a pris sens, ça a ouvert des sens pour moi, dans tout sens à penser et sens émotionnellement. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontre en rencontre, de rencontrer beaucoup d'artistes, ou ceux que j'ai pas rencontrés, comme Rothko, qui a été mon premier amour artistique. C'était quand même dans le contexte d'une histoire d'amour, c'est-à-dire j'avais été un peu abandonné, je me suis retrouvé à la Fondation Rothko totalement par hasard à Houston, et je pense qu'il y a eu quelque chose d'une présence comme ça. En plus, j'ai découvert, je ne savais pas que Rothko c'était Rothkovich et qu'il venait de la même région que mes parents. Et donc il y a des choses qui se sont rencontrées, qui ont fait. C'est comme une histoire amoureuse, une rencontre amoureuse. On ne sait pas pourquoi au départ. On le sait souvent après pourquoi on a été tombé amoureux. Donc c'est des histoires comme ça. Donc pour moi l'art n'est pas sacré, mais c'est vrai que des œuvres d'art, de certaines figures, ça me porte et j'aime bien m'entourer de ça en tant que psychanalyste en plus. Alors je suis quand même dans mon cabinet beaucoup de temps. Avec des choses qui varient beaucoup d'une relation à une autre dans une journée. Et je crois que j'ai eu besoin d'une stabilité, comme ça, d'une fiabilité, d'être bien en moi, chez moi, avec des choses qui me parlent, qui m'apaisent, qui m'aident à associer, etc. Et, et j'ai été à l'encontre de beaucoup de psychanalystes, puisque, comme tu vois, Gérard, c'est pas du tout neutre. C'est pas la neutralité de certains psychanalystes qui ont des murs blancs avec une œuvre abstraite et un masque africain. Alors que moi, je trouve que c'est pas neutre du tout, justement, de mettre ça. Et ce qui est formidable, c'est que pour les patients, au fond, on s'aperçoit que ça fait 10 ans qu'ils ont le même tableau devant ou la même sculpture devant eux, ils ne l'ont pas vu. Et d'un seul coup, tiens, c'est nouveau ça. C'est-à-dire que ça montre que ça parle d'autre chose et que ça s'inscrit aussi dans la relation et dans le moment où ça leur parle ou pas, quoi. Donc vous êtes venu à la rencontre, si je comprends bien, d'œuvres après avoir rencontré les artistes. Pas toujours, des fois c'est le contraire. Ouais. Mais est-ce que vous avez rencontré l'artiste Michel Gad-Volkovitch ou vous n'êtes pas du tout artiste? Ah, écoutez, là, non, à toi je peux dire quand même, personne nous écoute. Personne. Personne. D'ailleurs, personne n'a vu qu'on est passé du vouvoiement au tutoiement. Voilà, Personne. absolument, c'était mon ami. Alors, écoute, si, ça fait pas mal d'années que, notamment quand je suis chez moi en Israël et que j'ai l'espace, j'ai un peu le temps, et puis j'aime cette terre, quoi. Je veux dire, ça fait partie du bonheur. J'aime Israël, j'aime cette terre, c'est important pour moi. Et je peins. Alors je peins un peu en cachette, c'est-à-dire pas un peu en cachette justement de mes amis artistes, parce que bon, ils le voient quand même quand ils viennent chez moi. Mais, donc ça veut dire que vous ne peignez pas quand vous êtes à Paris, mais quand vous êtes en Israël, vous peignez. J'ai peint. Ouais. Il y a 20 ans peut-être, je descendais dans ma cave. Maintenant, elles sont toutes bourrées, donc je ne peux même plus y rentrer. Ma femme vous dirait ça. Je peignais dans ma cave à minuit, à 1h du matin. Ça me faisait du bien et j'avais besoin de ça. C'est devenu un besoin. J'avais commencé avec mes enfants à faire des collages, etc. Comme j'étais nul en dessin et en peinture, je faisais des collages avec eux. Et puis finalement, voilà, j'y ai pris un peu goût. Et avec la rencontre de mes copains, ça m'a donné quand même envie. Donc voilà, donc j'ai arrêté. Vous savez, à l'époque,
à l'époque, soit je descendais à la cave, soit on faisait autre chose, soit j'allais jouer au tennis avec mes copains à minuit, à Forest Hill, etc. Ça peut être un art. Quand c'est bien pratiqué, ça peut être un art. Ben oui, tout peut être un art. Je veux dire. Mm. Vous savez, mon père, alors, par rapport à l'art, mes parents étaient comme beaucoup de juifs. D'abord, c'était pas leur culture, la peinture. Hein. Mon père venait d'un milieu, en Pologne, il était à la fois chassid et à la fois sioniste, il y avait des mélanges comme ça. Alors chassid, on va préciser parce que tous les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément versés dans. Ah oui. Donc les chassides, c'était des gens très pieux, très pratiquants. Voilà, c'était des orthodoxes, mais encore plus fous que les Ouais. orthodoxes. C'est-à-dire ils étaient en transe. On en voit beaucoup Ils chez étudiaient beaucoup. Bachevi Singer, par exemple. Bachevi Singer en parle beaucoup. Et donc, les juifs étaient soit. En général, c'était un peu clivé quand même. Mm. Ils étaient soit révolutionnaires, bundistes, socialistes, etc. Internationalistes, quoi, plus. Soit ils étaient religieux, orthodoxes. Et des fois, ils passaient soit ils étaient sionistes. Ouais. Et certains étaient tout en même temps. Mon père était tout en même temps. Et quand il est venu en France de Pologne avant la guerre, il a réalisé son désir, l'un des plus importants, son fantasme, c'est d'aller à la Sorbonne. Il comprenait. Il ne parlait pas français, il ne parlait rien du tout. Il parlait que yiddish. Il disait qu'il parlait yiddish en 17 langues. Et je crois qu'il le croyait. Je crois qu'il le croyait. Et la première chose qu'il a fait, c'est d'aller à la Sorbonne. D'ailleurs, ça me fait penser à un moment de bonheur, puisqu'on parle un peu de ça quand même. On va y venir, oui. Voilà, quand j'ai fait mon premier colloque, quand j'ai organisé mon premier colloque à la Sorbonne avec mon ami Raphaël Drey, dans l'amphi Tillard, où lui a passé sa thèse de droit. Qui venait pas du tout du même univers, lui venait de Constantine. Lui, il venait de Constantine, ouais. Et Constantine. Mais voilà, comme quoi on peut s'entendre quand même. Il n'était pas parfait, mais il était quand même plus que moi. Il était plus parfait que moi. Et donc on a fait ce colloque, on a organisé ça tous les deux. C'était État du symbolique aujourd'hui. Et c'était très émouvant pour tous les deux de le faire à la Sorbonne, parce que ça me faisait mon père qui avait rêvé et qui avait été là-bas. Bon. Je ne sais plus ce que je disais. Enfin, quand il est arrivé en France, donc il était à la Sorbonne. Quelle année il est arrivé ? Il arrivait en 29. D'accord. En 29. Ma mère 2-3 ans plus tard. Et il a enlevé tout de suite les tzitzit. Alors, tzitzit, pour ceux qui ne savent pas, c'est les talit. Les franges. C'est les franges. Qui dépassent voilà. Il a enlevé tout ça. Il s'est coupé aussi les paillotes. Les paillettes. Et il s'inscrit au Bétard, parce qu'il était sioniste, mais jabotinskien. D'accord. Voilà. Et tu sais que c'est un truc incroyable quand même. Tous les mêmes qui sont venus de la même ville, Tomaszów, Mazowiecki, ils ont fait venir, donc ils étaient très jeunes, il faut rappeler quand même qu'ils n'avaient rien, ils étaient pauvres, c'était la misère quand même. Bon. Mais c'était une misère libre, contrairement à la Pologne, où ils étaient dans la misère, mais en plus ils se faisaient battre. Il y avait les pogroms et tout. Et donc ils ont fait venir un prof de judo du Japon, Kawaishi. Et j'ai jamais su, j'ai jamais demandé non plus. Il y a plein de choses comme toi, il y a des choses qu'on n'a pas demandé à nos parents, on se demande comment on ne nous a pas demandé. Ils ont fait venir un prof de judo du Japon, je ne sais pas comment ils l'ont convaincu de venir, c'était un type assez connu apparemment. Et ils sont devenus les premières ceintures noires en France de judo. Ouais. Ce petit groupe, ils étaient 8 ou 9, j'ai une photo quelque part, ils étaient 8 ou 9 de Tomaszów Mazowiecki, ces petits juifs-là. Ils sont devenus les premières ceintures noires de judo en France, tu te rends compte ? Ouais. C'est quand même incroyable. C'est quelque chose qu'on ne trouvera pas sur l'historique de la Fédération française de judo, ça c'est sûr. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Il faudrait creuser, mais je crois pas. J'ai jamais regardé, mais c'est assez formidable. Pour revenir à cette idée dont j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure en référence à mes parents qui nous ont transmis, c'est cette force de vie, encore une fois, malgré les déportations, la Shoah, les pogroms, la misère, enfin bon, je ne sais pas, etc. Ils avaient une force de vie incroyable qui nous ont transmis un courage, une détermination, une générosité, etc. Et là, c'est ça, cette force de vie, voilà, ils ont fait ça quand même. Rien que d'y penser, c'est quand même incroyable. Incroyable. Donc voilà, ils nous ont, à nous de mériter ça, quoi. Alors Micha, on va démarrer maintenant le questionnaire proprement dit du bonheur c'est les autres. Et je vais commencer en te demandant tout simplement, comme ça, spontanément, quelle définition tu donnes au bonheur ? Waouh,
Vaste programme, comme Bon, disait le général de Gaulle. j'espère qu'il y en a d'autres qui ont séché sur cette question, Ah oui, oui, pas enfin, seulement moi. Écoute, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Je ne sais pas si oui. au cours de l'entretien d'autres réponses me viendront, mais écoutez, le bonheur, je crois que c'est d'essayer quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qu'on vit, d'essayer d'être soi-même et d'être comme on pense que c'est bien d'être. Non pas pour l'image qu'on veut se donner aux autres ou pas, mais d'être authentique en tout cas. Et peut-être te permettre, quand c'est possible, quand il y a une vraie relation à l'autre, de l'être aussi avec soi. C'est-à-dire que c'est une vraie rencontre, une vraie relation, quoi. Que ce soit avec des amis, que ce soit moi avec des patients, que ce soit avec ma famille, etc. C'est ce qu'on peut rêver de mieux. Tu sais. Moi, je pense à mes enfants, par exemple. Des fois, j'ai l'impression qu'ils m'échappent, même souvent, de plus en plus d'ailleurs, parce qu'ils ont plus 6 ans. Et je suis très admiratif quand je vois que devant moi, ailleurs je sais qu'ils pensent très bien, ils sont eux-mêmes, etc. Mais que devant moi, ils sont libres de penser comme qu'ils sont libres de penser, d'être eux-mêmes, même si c'est pas évidemment comme moi je pense, ou de la même façon, ou de la même truc. Moi je suis très admiratif et c'est pas forcément facile à accepter, on a des sentiments d'ambivalence dans ces moments-là. On voudrait qu'ils pensent plus, qu'on soit plus sur la même longueur d'onde sur certaines choses, mais en même temps il n'y a rien qui me rend plus heureux, plus fier et plus heureux, quoi. Et je me dis, bon, si j'y suis un petit peu pour quelque chose, d'avoir accepté et de leur avoir permis d'être eux-mêmes, même si c'est pas toujours facile, c'est formidable, quoi. Ça me rend heureux. Je voulais t'interroger aussi par rapport au titre du podcast. Il s'appelle Le bonheur, c'est les autres. Donc j'ai souvent expliqué que c'était une réponse à Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. Le bonheur, c'est les autres, c'est une conception du bonheur qui est une conception du bonheur partagé. C'est le fait que il est difficile d'être heureux seul dans son coin ou sur son île déserte. C'est quelque chose qui te parle en tant que psychanalyste, c'est-à-dire qu'on peut difficilement avoir un bonheur complet s'il n'est pas partagé. D'abord, je me permettrais de te reprendre sur le mot bonheur complet. Je ne crois pas qu'il y ait un bonheur complet. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un bonheur complet. Je crois qu'il y a des moments de bonheur qui peuvent être très intenses et qui peuvent donner le sentiment de plénitude. Mais de plénitude forcément partielle et pas continue. Alors, en ce qui concerne la phrase de la référence à Sartre, écoute, je dis d'autant plus volontiers que Sartre était un philosophe catastrophique que comme beaucoup, quand j'avais 15-16 ans, je trouvais ça formidable. Il faut être responsable, enfin, etc. Bon. L'existence précède l'essence. Voilà, on a l'impression d'être des héros quand on sortait une phrase comme ça. Hein. Et en fait, on s'aperçoit, c'est comme la phrase l'enfer c'est les autres, c'est comme la phrase on est juif dans le regard de l'autre. C'est l'autre qui nous fait juif par son regard, etc. Évidemment, c'est absurde, c'est faux, et c'est pas bon. Hein, je crois que c'est à nous de construire notre identité. Ça peut, bien sûr que la confrontation aux autres peut être aussi une confrontation à l'autre en nous. C'est-à-dire, quand il y a des contradictions, quand on nous renvoie des choses, c'est très bien que ça nous force à penser et que ça nous amène à nous confronter à des pensées contradictoires, à des pensées ambivalentes, à des pensées conflictuelles. Et ça fait partie de la pensée, de l'indéfini de la pensée. Ça. En ce sens, effectivement, je dirais que le bonheur, c'est les autres. C'est d'abord l'autre en soi, c'est-à-dire accepter l'autre en soi, avec, encore une fois, les doutes, le conflit qu'on peut vivre par rapport à des choix qu'on peut faire, etc. Et de ne pas les fuir, de ne pas les éviter. Et encore une fois, dans la rencontre avec les autres, de leur permettre aussi de pouvoir penser contradictoirement avec nous et donc en eux-mêmes. Alors est-ce que le bonheur, c'est les... Voilà, moi je me méfie beaucoup du mot autre parce que, encore une fois, je pense que l'altérité en soi, c'est-à-dire accepter qu'on a un manque, accepter qu'il y a des choses qui nous échappent, accepter qu'on est un peu dissocié, etc., c'est un moteur. C'est un moteur pour désirer, c'est un moteur pour chercher, pour trouver, pour découvrir, pour penser en soi-même, etc.
Mais souvent, beaucoup de philosophes ont idéalisé, notamment certains autour de nous qui les idolâtrent, comme Lévinas ou même Spinoza, nous ont amenés, alors est-ce que c'est eux ou pas, je ne suis pas assez philosophe pour le dire, mais on a l'impression qu'on est tombé dans une sorte d'idolâtrie de l'autre. Hein, même en politique, hein, il y a une sorte d'idéalisation de l'autre. Je crois que c'est d'idolâtrie et que l'autre peut nous aider à penser et à se confronter encore une fois à nos pensées. Mais à partir du moment où on idéalise l'autre, c'est une façon de s'idéaliser soi-même. Tu sais, Freud distinguait deux types d'amour. Il y a l'amour narcissique qui peut se faire sous deux formes. C'est-à-dire on aime l'autre et on s'identifie à l'autre qu'on idéalise, donc on est merveilleux. Hein. Et puis il y a l'autre type c'est pas l'autre type, c'est l'autre version du même type d'amour narcissique qui est je ne suis rien, l'autre est tout. Hein. Sous une forme apparemment masochiste. Mais c'est la même chose, c'est deux versions opposées d'un même amour narcissique. Hein. Et puis il y a l'amour anaclétique où l'autre est vraiment un autre, hein, et qui nous renvoie à notre propre altérité. Donc je me méfie du beau autre. L'enfer, c'est les autres. Alors c'est les autres quand eux ne te considèrent pas comme un autre. On l'a vu avec les nazis, avec tous les totalitarismes. On le voit avec les islamistes aujourd'hui. Donc je me méfie un peu de ce mot-là. Mais toi qui est cultivé et pertinent, si effectivement, s'il y a une relation, si ça s'inscrit dans une relation qui est réciproque et en même temps dissymétrique. Je pense que la relation doit être réciproque, évidemment, et elle est dissymétrique. On n'est pas en miroir. À partir de ce moment-là, il peut se passer beaucoup de choses, de l'inédit pour chacun, et on peut traverser des moments à la fois de conflit, mais à la fois de bonheur aussi. Si je te demande quel souvenir heureux remonte de ton enfance, tu me dirais quoi? Un souvenir qui te remonte comme ça spontanément de ton enfance. Écoute, le souvenir qui me vient là, mes parents étaient très, comment dire, plus que modestes. Hein. Ils étaient chemisiers sur mesure, c'est-à-dire qu'ils étaient artisans, il n'y avait pas toujours du travail. Quand il y avait du travail, ils travaillaient jour et nuit, et ils étaient contents d'avoir du travail. Alors, donc c'était difficile quand même. Bon. Mais ils nous protégeaient complètement de ces soucis-là. On ne se rendait pas compte, quoi, du tout, hein, de ces difficultés. Et donc le souvenir, c'est quelquefois tard. J'ai l'impression, peut-être c'est un souvenir écran, hein, mais en tout cas ça vient comme ça, tard, avant de se coucher, on buvait. Alors quand j'étais petit c'était du lait et mon père de la vodka, quand j'étais plus grand je buvais de la vodka avec lui, certainement mon frère aussi, et puis il y avait des sortes de caviar qui étaient certainement du faux caviar, parce que des petits œufs de quelque chose, mais c'était comme si c'était du caviar, c'est-à-dire on avait l'impression comme ça d'être des rois en famille comme ça, et voilà, c'est ce qui me vient. Mais je ne sais pas si c'est un vrai souvenir ou pas, ça devait ressembler à ça de toute façon quand même, mais ça symbolise un petit peu une façon de vivre, quoi. Alors on l'a dit, tu es passionné par l'art et par les artistes, on l'a compris. Tu es aussi un grand lecteur, et tu écris des livres, mais tu es aussi un grand lecteur. Probablement que tu vas aussi souvent au cinéma. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est soit un livre, soit un film, soit une pièce de théâtre, ou bien encore un auteur, c'est-à-dire toute une bibliographie. Qui t'a marqué, ou qu'est-ce qui t'a marqué de façon indélébile, et pourquoi? Alors, un auteur, sans conteste, Elie Wiesel. Elie Wiesel. Sans conteste. Parce que je l'ai... Tu l'as connu? Non. Non. Si, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré Ouais. beaucoup plus tard. Je l'ai rencontré beaucoup plus tard, mais parce que dans l'atelier de mon père, de mes parents, puisque mon père coupait et ma mère repassait et coulait les boutons, où j'ai dormi dans l'atelier. Tu sais, je dormais dans l'atelier, j'avais des... Alors j'aurais pu dire, c'est Singer, parce que il y avait des machines Singer, tu sais, des machines à coudre, et j'ai déjà raconté ça, tu m'as peut-être entendu le dire.
Je crois que c'est un cousin, parce que il était... j'étais au milieu de... Non, malheureusement, Senghar n'était pas un cousin. Voilà. Et donc, il y avait des livres, il y avait des tissus, et puis il y avait des livres, et les livres, c'était quoi? C'était des livres sur la Shoah, quoi. Sur la Shoah ou sur Israël. Hein. Et donc, j'étais amené, alors comme j'étais au Dror en même temps, c'était un groupe sioniste, socialiste, où je suis rentré à 7 ans, ou un truc comme ça, on était quand même très formatés. C'est-à-dire à 10 ans, quand même, on nous faisait lire Freud, on nous faisait lire Marx, on nous faisait lire Bororov, etc., etc. Et comme à la maison, il y avait aussi ces livres de Primo Levi, Elie Wiesel, Anna Langfuss, je me souviens, tout ça. Donc j'ai lu, voilà. Et ça m'attirait, parce que c'est pas les... Bon, à part, il y avait 2 illustrés que je lisais, qui étaient Kit Carson et Kiwi. Le reste, les bandes dessinées, je rentrais pas dedans. Et donc Elie Wiesel, j'ai commencé à lire Wiesel à 10 ans, quoi. Hein. Pourquoi? D'abord parce que c'était les livres qu'il y avait à la maison, mais évidemment pas n'importe lesquels, et pas à n'importe qui, c'est-à-dire à mes parents. Et au fond, tout petit quand même. Alors mes parents, mon père en particulier, n'était pas de ceux qui ne parlaient pas de la déportation et de la Shoah. Il en parlait. Mais il en parlait évidemment en évitant les détails les plus terrifiants. Mais on était au courant, quoi. On savait. Hein, et donc il y a 2 choses qui... Et moi j'étais quand même très fasciné par ça. C'est-à-dire, des fois quand je voyais mon père regarder un peu ailleurs, j'imaginais qu'il pensait à ça. J'avais 5-6 ans, c'était très petit. J'imaginais qu'il était loin. Hein. Et donc j'étais fasciné. Et puis j'avais une grand-mère, la mère de ma mère, qui est sortie de la guerre folle. C'est-à-dire, elle a perdu son mari à Auschwitz, elle avait 2 enfants qui sont partis à Auschwitz, enfin, voilà. Et le reste, elle était cachée. Et elle faisait des errances pathologiques, c'est-à-dire elle partait de la maison, de chez elle, après de chez nous, parce qu'elle voyait les nazis ou les gendarmes français qui étaient mal les voyaient, elle hallucinait, ils étaient là, quoi. Donc elle partait, il fallait la retrouver, des fois on la retrouvait pas, on la retrouvait à l'hôpital psychiatrique à Maison-Blanche, à côté de Paris. Et donc très 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 petit, j'étais pris par qu'est-ce que mes parents ont dans la tête quand ils sont pas là, hein, quand j'imaginais qu'ils étaient pas là. Et puis très vite, c'était qu'est-ce que les bourreaux ont dans la tête. Voilà. Pas pour rien, et puis ma grand-mère qui m'émouvait beaucoup, parce que la seule chose qui la motivait, c'était de nous faire des gendarmes avec du cornichon, enfin des sandwichs comme ça, pour nous restaurer, quoi. Hein, et ça la restaurait, elle, etc. Et puis quand elle voyait un match de catch à la télé, il y avait le bon, c'était le juif, et le mauvais, c'était le nazi. Alors on se moquait un peu d'elle, mais c'était avec une telle tendresse. Donc tu comprends pourquoi je suis devenu psychanalyste. C'est-à-dire effectivement qu'est-ce que les victimes ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils vivent, etc. Et comment les soigner peut-être. Et les bourreaux, et comment les combattre, comment comprendre et les combattre. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu psychanalyste. Et j'allais très jeune, donc avec mes parents, voir ma grand-mère à l'hôpital psychiatrique, etc. Et je voyais que les psychiatres ne comprenaient pas grand-chose, quoi. Ceux qui n'avaient pas vécu cette histoire ne pouvaient pas comprendre grand-chose. Donc pourquoi... Voilà, Wiesel, c'était ça. Wiesel, c'était à la fois l'histoire de mes parents, c'était une histoire quand même transcendée par la poésie, par des personnages magiques, hein, etc., etc. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et c'est lequel le meilleur de ces livres? C'est Testament d'un poète assassiné? Ça c'est un très beau, très magnifique. C'est le Mendiant de Jérusalem? Le Mendiant écoute, il y a 2 livres, je crois, comme ça, qui me reviennent. Je ne sais pas si c'est ceux que j'ai le plus aimé qui m'ont le fait. C'est le Mendiant de Jérusalem et c'est le Serment de Kulvilag. Ouais, celui-là, je ne le connais pas. Ouais, c'est ces 2 livres qui me reviennent là aujourd'hui. Peut-être un autre jour, je dirai autre chose. Moi, j'ai relu son autobiographie il n'y a pas longtemps qui s'appelle Tous les fleuves vont à la mer. Ouais. Et qui est aussi très beau, mais qui est évidemment sa vie. C'est pas, il n'y a pas d'aspect poétique dont tu parles, même si le titre du livre est extrêmement poétique. Très beau.
Alors là, il parle de Singer très durement, hein. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens très bien. Et d'autres personnages de Je me souviens très bien. de Singer, etc. Ouais, ouais. Il n'était pas toujours sympathique, Wiesel. Bah non, pourquoi l'aurait-il été? Pourquoi l'aurait-il été? Tu as raison. C'était un humain. Mais c'était... Et puis Voilà. j'aimais, tu sais, Ouais. pour en venir là, quand il passait quelque part, et je l'ai rencontré quand même 2 fois, moi, j'aimais quand il disait, mais j'aime Israël, j'aime, le mot j'aime, tu vois. Et ça, c'était qui est fort, que touche, qu'on a du mal à dire. D'abord ici, c'est difficile à dire partout, mais c'est important. Tu te rappelles la controverse entre Gershom Scholem et Hannah Arendt, qui lui disent, mais tu n'as pas d'âme, tu n'as pas d'arava pour Israël, qui est vrai, évidemment. Qui était au moment du procès Eichmann ou c'était après Eichmann? Oui, enfin, sur ce qu'elle a écrit sur le procès Eichmann, où elle a strictement rien compris. La banalité du mal, c'était un concept. Non, et puis elle n'a rien compris d'un point de vue psychopathologique à Eichmann. Eichmann n'était pas du tout un type ordinaire, c'était un criminel, un grand narcissique, Je pense qui a tué lui-même. C'était pas le banal scribouillard qui écoutait aux ordres, c'est pas vrai du tout, elle n'a rien compris. Puis elle était méprisante avec le peuple juif qui soi-disant se laissait faire. Je veux dire, tu sais, l'une des hontes, tu sais, j'ai 2 hontes, je peux te dire. J'ai 2 hontes je crois que j'ai 2 hontes dans ma vie. J'ai certainement de quoi être plus honteux d'autres choses. Mais moi, les 2 souvenirs de honte, c'est premièrement, une fois, justement, comme j'étais au droit dans ce groupe sioniste, etc., évidemment qu'on était tellement formaté, il faut se battre, on est des guerriers, la Shoah c'est fini, etc., que j'ai dit à mon père, comment vous avez pu vous laisser faire comme des moutons? J'ai vu mon père triste, parce qu'il comprenait que je ne comprenais pas et que je ne pouvais pas comprendre. Mais il m'a fait confiance, voilà, plus tard j'ai compris. C'était terrible, voilà, et j'ai encore honte d'avoir pu dire ça. Et puis la deuxième honte, c'est très différent, mais c'est aussi de l'orgueil, quoi, tu vois. Quand j'étais jeune, mon premier poste comme jeune praticien à l'hôpital, c'était à Bourges, hôpital psychiatrique, et on m'avait donné les cas que plus personne ne voulait, quoi, tu vois, les chroniques, etc. Alors les chroniques, il y avait les vieux chroniques, et puis il y avait quand même des jeunes chroniques, malheureusement, des grandes schizophrènes, etc. J'en suivais 2, en particulier, et quand tu arrives, tu sais, tu te dis, moi je vais faire mieux que les autres. Hein, les autres, pourquoi ils n'ont pas guéri cela, enfin, etc. Donc j'en voyais 2 en particulier assez jeunes. Et puis je les voyais, donc j'étais 3 jours là-bas, les internes ils allaient moitié du temps, on était les turbo internes comme on disait. Et donc il y en a une qui s'appelait, disons, je dis n'importe quoi, Irène et l'autre Brigitte. Et je les voyais tous les soirs où j'étais là-bas, tu vois, je les voyais 1 heure, enfin j'étais vraiment déterminé. Et puis un jour, j'appelle Irène, je me trompe de prénom, j'appelle Brigitte. Et elle me regarde. Tu sais, pour une schizophrène, c'est pas rien de tromper d'identité. Tu sais, moi j'ai vu quand même un schizophrène qui a perdu sa carte d'identité dans les chiottes, comme si lui-même était passé dans les chiottes. Il n'y a pas de symbolisation ni de métaphore, quoi. Et là, que je me trompe de prénom, elle n'existe plus. C'est comme si je la fais vraiment disparaître. C'est pas une métaphore, tu vois. Et elle me regarde quand même, elle me dit, tu t'es trompé. Formidable de sa part. Et je réalise que je m'étais trompé, et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je me suis pas trompé. Non, je t'ai appelé Irène, enfin je réalise, etc. Et elle se ferme, etc. Enfin évidemment la séance était foutue. Tu te rends compte, la honte, voilà. Et j'ai eu honte, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet orgueil mal placé, enfin plus que mal placé, quoi, dangereux même. Après, bon, je me suis un peu rattrapé, j'étais mangé avec mes gars à l'internat, etc., etc. Et ça m'a travaillé. 3h du matin, j'appelle le surveillant du pavillon et je lui dis, est-ce que vous pouvez réveiller Irène, je voudrais lui parler. Même si elle dort, vous la réveillez. Donc je l'ai vue, je me suis excusé, je lui ai dit que j'étais con, voilà, que j'ai bien conscience que je me suis trompé et que j'ai pas eu le courage de dire ça et que voilà. J'ai fait ce que je pouvais faire de mieux. Mais cette honte reste encore, tu vois, cet orgueil mal placé comme on peut l'être, comme on peut tous être con, quoi, à certains moments. Et il faut se rappeler quand même qu'on peut être très con, quoi. Par orgueil, par narcissisme, par trucs comme ça, quoi. Alors, on a parlé du livre, en tout cas de l'auteur qui t'a le plus marqué, qui est Elie Wiesel. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui est de quoi dans la vie tu ne voudrais jamais te priver, sous-entendu, pour être heureux, ou en tout cas pour essayer d'être heureux, puisqu'on a bien compris que le bonheur chez toi, c'est pas quelque chose qui est une quête absolue, un peu comme chez Yankelevitch d'ailleurs. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te dis si on me l'enlève, l'existence sera, sinon impossible, du moins très compliquée, quoi. Écoute, je pense à une seule chose, c'est ma femme et mes enfants.
Voilà, enfin, je vois pas d'autre chose plus absolue que ça. Donc on pourrait t'enlever tes tableaux, par exemple. On pourrait t'enlever même ton métier. On pourrait tout enlever si tu as... Voilà, c'est ta femme et tes enfants. Le cercle familial le plus proche. Oui, enfin, écoute, moi je serais pas ce que je suis. Je parlais de mes parents, mais sans ma famille, sans ma femme et mes enfants. Je veux dire, vraiment. Et puis j'aurais pas envie d'être non. Écoute, le reste, tu sais, bon, je dis pas que je suis pas attaché à plein de choses. Hein. Moi, je suis un bon vivant. Je profite de ce que j'ai pu acquérir. C'est lié à mon travail, c'est lié à mes... Enfin, voilà, je suis très fier et je suis très heureux et j'ai la chance d'avoir à peu près les choses que j'aime autour de moi. Mais je te dis, rien n'est sacré, quoi. Les choses ne sont pas sacrées, les tableaux que j'adore ne sont pas sacrés, l'art n'est pas sacré, voilà... même mes ourlets de pantalon, qu'il faut qu'ils soient bien mesurés, c'est pas sacré. Tout ça, c'est des joies. On peut être joyeux. Ça aide dans les moments un peu de spleen. Ça te raconte une histoire. Et tu te raccroches à l'histoire, au récit de l'histoire. Un tableau est une histoire affective aussi. Donc tu te raccroches à ça. Mais c'est pas l'essentiel du tout. Je pourrais me passer de ça. Mais je racontais tout à l'heure... je racontais tout à l'heure l'enfance que j'ai eue. C'était vraiment plus que modeste, mais on était heureux. Et être heureux ne dépend pas de ça, quoi, ça c'est sûr. Alors on a compris que ton bonheur ne vient pas du matériel, en tout cas le matériel est sinon accessoire, du moins il arrive après tout le reste, et il arrive notamment après la famille. Mais quel est ton rapport qu'est-ce que tu pourrais me dire, non pas de ton rapport à la religion ou à la pratique, parce que ça ne me regarde pas, mais ton rapport à la spiritualité en général. Et j'ai envie de dire, et c'est une question qui est très freudienne, c'est ton rapport à la mort. Voilà, comment tu te positionnes par rapport à la mort? Est-ce que tu as une vision très cartésienne, ou au contraire, tu imagines qu'il y aurait peut-être quelque chose après? Voilà. Donc, c'est quoi ton rapport à la spiritualité, à l'esprit et aussi à la mort? Wow. Non, mais je sais, c'est des sujets vastes, mais et des sujets compliqués. Écoute, la spiritualité, Freud emploie un mot qui est la Geistigkeit, qui réunit à la fois la spiritualité et l'intellectualité. Hein? Alors si la spiritualité va du côté essentiellement du religieux, ça ne me satisfait pas. Si elle va que du côté de l'intellectualité, c'est-à-dire d'une forme de rationalisation, ça ne me satisfait pas non plus. C'est-à-dire que l'intrication des deux me va. Hein. C'est-à-dire au sens où l'intellectualité, c'est acquérir la capacité de faire des hypothèses, de faire des déductions, d'accéder donc à l'abstraction aussi, et d'accéder comme ça à la métaphore, à la symbolisation, et donc à un indéfini de la pensée, à un infini plutôt qu'à un absolu. Voilà. C'est ce qui me paraît être du côté de l'intellectualité. Mais l'intellectualité, si elle tombe du côté d'une trop grande rationalisation qui à ce moment-là, je peux le dire en psychanalyse, devient une défense, hein, ça devient un peu clos. Hein. Alors la spiritualité, c'est ce qui nous échappe, je trouve, c'est ce qui nous échappe de l'intellectualité. C'est l'âme, c'est le rêve, donc il y a quelque chose que... tu peux poser la question du religieux, c'est une question qu'on ne peut pas s'empêcher de se la poser depuis qu'on est petit, on va échanger là-dessus. Écoute, moi je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de croire. C'est-à-dire dire quelqu'un qui ne croit pas, d'ailleurs Freud il disait je n'ai pas la foi, je n'ai pas un nationalisme excessif, parce qu'il était méfiant que le nationalisme devienne un chauvinisme, bien qu'il était sioniste, mais voilà, il ne fallait pas que le chauvinisme soit abrasif justement de l'intellectualité. Il dit qu'est-ce qui reste? Et il dit l'essentiel. L'essentiel, on ne peut pas le définir. Alors si
D'ailleurs, on pourrait dire, je suis athée, Dieu merci, quoi. Je veux dire, c'est une dénégation de dire je suis athée. On croit toujours. Comme les patients, quand ils viennent te voir, ils croient à leur histoire, et il faut croire à leur histoire. Hein. Ils veulent changer leur histoire, mais ils croient à leur histoire. Et il faut y croire, si on veut, il faut rentrer dedans pour ensuite les aider à se situer un peu autrement par rapport à cette histoire. Donc, le mot, pour moi, c'est pas en question. Pour moi, le judaïsme, c'est pas en termes de foi, en tout cas. Voilà. Ça, c'est une affaire privée, intime. Je crois pas, d'ailleurs, je suis pas un exégète du judaïsme, mais je crois pas que ce soit un concept central, la foi. Je crois qu'autant la vérité, autant l'élévation intellectuelle, autant l'éthique de liberté responsable, pour moi, ça, ce sont des valeurs juives. Je pense que la foi n'est pas un concept, voilà, ça appartient à chacun. Alors la foi hachée. Très bien, absolument, la foi hachée. Le Galichtolé. Jeu de mots ashkénaze. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, le foi haché, ça j'y crois. Ouais. Donc je crois qu'il y a un mélange des deux que j'aurais du mal à définir entre la spiritualité ou alors le spirituel, l'humour conjoint un peu les deux. L'humour conjoint à la fois l'intellectualisation et à la fois c'est quelque chose de spirituel qui nous fait rentrer dans une subjectivation, qui nous fait rentrer dans une façon d'aborder les choses un petit peu en nous divisant et en même temps en étant en acquérant une position active plutôt que passive par rapport aux épreuves qu'on confronte. Voilà, le spirituel au sens de l'humour conjoint un peu les deux, quoi. Au sens de Groucho Marx, quoi. Alors justement, puisqu'on parle de mots, et on parle de jeu de mots, parlons langage. Et pour toi, c'est quoi le mot de la langue française que tu préfères? Ou alors celui auquel tu penses là, à la seconde où on se parle là. Le mot qui te vient. Ou alors ton mot préféré, si tu as un mot préféré. Écoute, le mot qui me vient, c'est désir. Désir. Voilà, désir. Et alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi, ou ça t'est venu comme ça, sans explication? Ça m'est venu comme ça, mais j'assume. Je veux dire, je sais pas si c'est mon mot préféré, mais c'est un des thèmes qui est le plus exploré par la psychanalyse, le désir. oui, parce que voilà, oui, parce que le désir, c'est ce qui nous impulse. Hein. Le désir, c'est d'abord le fantasme. Hein. Le fantasme, ça veut dire on est capable de rêver, on est capable d'imaginer, et c'est les objets ne précèdent pas le fantasme, c'est le fantasme qui va créer les objets. Hein. Et donc c'est ces mouvements du désir qui fait qu'il nous décentre aussi, c'est-à-dire, c'est comme le rêve, on est sujet, mais on ne va pas s'incarner dans l'objet qu'on désire. C'est un moteur, c'est ce qui nous fait imaginer, c'est ce qui nous fait créer, c'est ce qui nous fait, y compris des choses comme l'amour, on crée l'amour aussi, et c'est très bien comme ça. C'est pas quelque chose d'absolu. Écoute, je crois que si, quand même l'un des grands mots que beaucoup de gens vivent, c'est la dépression. Mot MAUX. Hein. Voilà, Oui. MAUX, mais le mot dépression revient à chaque... Quand quelqu'un va pas bien, je suis déprimé. Bon. Et il ne faut pas que ce soit, que cette dépression, il ne faut pas que ce soit un état gelé et glacé, quoi. On peut en faire quelque chose, et je crois que sortir de la dépression, en tout cas élaborer la dépression, c'est quand même accéder au fantasme, à l'imagination et donc au désir. Donc voilà, je ne veux pas fétichiser le désir, hein, ça ne veut rien dire, on ne va pas dire aux gens désirer, mais c'est vivant, quoi. C'est le mot vivant, hein. C'est ce qui nous porte, y compris en dehors de nous-mêmes, hein, qui nous dépasse. Le doute, il est humain, il est constitutif du caractère de chacun, mais est-ce que tu as l'impression de douter beaucoup dans l'existence, souvent en tout cas? Et quand tu doutes, est-ce que tu doutes plutôt de toi ou plutôt des autres? Et j'ai envie de rajouter une petite option qui n'est pas habituellement dans cette question. Ouais. En tant que psychanalyste, est-ce que tu t'autorises à douter devant un patient, je ne sais pas si tu utilises d'ailleurs le terme de patient, mais donc est-ce que toi, à titre personnel, Michel Gad-Volkovitch, tu doutes? Est-ce que tu doutes souvent? Est-ce que tu doutes plutôt de toi ou plutôt des autres? Et quand tu as un de tes patients
Ouais. en face de toi ou à côté de toi, est-ce que tu t'autorises le doute? Tu sais, ça fait bien de dire je doute. Mm. Hein, ça fait bien. Mm. Ça veut dire que vraiment, tu te mets en question constamment, etc. Je ne vais pas jouer au faux modeste et au faux doute. Écoute, peut-être qu'on peut me faire le reproche de ne pas assez douter. Mes enfants, d'ailleurs, ils trouvent que je suis souvent un peu radical quand j'ai des idées. Ils n'ont pas forcément tort. Mais je ne sais pas si je doute vraiment, souvent. Hein. Je crois que le doute, c'est quand même un... Il ne faut pas que ça devienne un fétiche, quoi. Je veux dire, bien sûr que c'est bien de douter, d'hésiter, de réfléchir, de poser le pour et le contre. Moi, je préfère le mot ambivalence. Hein. C'est-à-dire, ambivalence, ça veut dire à la fois je désire ça, je désire même penser ça. Hein, je choisis cette pensée-là, elle me plaît plus qu'une autre. Pas seulement je choisis tel objet que je désire, mais je préfère penser ça. Euh, et en même temps, comme tout objet d'amour, il est aussi un objet d'ambivalence, c'est-à-dire ce qu'on aime le plus, on peut le haïr quand cet objet, que ce soit une personne ou autre chose, n'est pas exactement comme on voudrait qu'il soit. Hein. D'où les relations compliquées entre les parents et les enfants, dans les couples, etc. Hein, tu n'es pas ce que je croyais, c'est commun dans un couple quand même. Et comme par hasard, les couples se quittent souvent sur ce qui les a fait rencontrer vraiment. Hein. Tu m'as trompé sur la marchandise, ou tu n'es plus comme tu étais. Bon, tout ça est faux, évidemment. Moi, l'ambivalence est importante d'accepter notre ambivalence, c'est-à-dire de ce qu'on aime, ce qu'on idéalise, effectivement, en même temps de pouvoir critiquer, détester, haïr, remettre en question, etc. Parce que c'est vraiment la base de la pensée. Hein, parce qu'on se sent coupable en même temps de cette ambivalence. Et cette ambivalence, cette culpabilité peut être l'objet d'un travail psychique et pas seulement comme dans d'autres cultures, de l'absolution qui évacue un petit peu trop facilement ça. Donc le doute... Mais est-ce que tu te considères comme un scientifique? Ou ta profession n'est pas scientifique? Écoute, je pense qu'elle est... Freud disait, et c'est comme ça que je le vis, comme tu sais, j'ai écrit un bouquin avec certains collègues sur 16 psychanalystes ouvrent leur cabinet, Ouais. qui nous a fait réfléchir sur notre rapport au lieu, à notre pratique, à notre généalogie qui fait qu'on est arrivé là. Je pense que c'est à la fois une méthode scientifique et en même temps un art. Là, on rejoint la question de l'intellectualité. Je te demandais ça parce que on estime en général que le doute est vraiment la base de la science. Oui. Et que bon, il y a des activités humaines où le doute est constitutif ou bien est un élément majeur. Par exemple, en matière de justice, bon, oui. La formule est un peu simple, le doute profite à l'accusé, mais on dit aussi que... Quelquefois c'est le contraire, le doute contre l'accusé. On est d'accord. Mais on dit que la science repose sur le doute et sur le fait de remettre en cause ce qui existe. Voilà. Mais ça c'est la critique plutôt que le doute. Alors la critique évidemment, c'est-à-dire critiquer, dire voilà, plus on a tendance à être sûr de soi. Tu parlais des analysants ou des patients que je peux voir. Évidemment que on a à résister à la première impression en se demandant est-ce que c'est bien ça, évidemment. Mais en tant qu'analyste, on a le temps. Hein. En tant que psychiatre, des fois, on n'a pas le temps. C'est-à-dire il faut donner, voilà, si quelqu'un est en danger ou met quelqu'un d'autre en danger, d'une façon ou d'une autre, on doit prendre une décision, l'hospitaliser, pas l'hospitaliser, éventuellement lui donner un traitement tout de suite. On doit agir tout de suite. Quand on est en position de psychanalyste, on a le temps. On doit simplement se demander, tiens, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on se sent capable, est-ce qu'on a envie de passer 10 ans, de faire ce voyage avec ce quelqu'un, avec ce qu'on perçoit de son archaïsme, de son narcissisme, de ses symptômes, de sa névrose, de tout ce qu'en 2-3 séances, les 2-3 premières, il nous fait penser, est-ce qu'on va pouvoir vivre avec ça, et est-ce qu'on va pouvoir raisonner avec ça, est-ce qu'on va pouvoir être en interrelation avec ça, etc. etc. Ou est-ce que c'est pas pour nous à ce moment-là? Voilà. Le doute est plutôt de ce côté-là. Est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est une bonne indication, et est-ce que c'est pour nous à ce moment-là dans notre économie psychique? Mais je ne le mets pas en doute, je le mets en termes de critique. C'est-à-dire, d'un côté, on peut avoir envie, de l'autre, on peut se dire, tiens, là, il y a peut-être quelque chose que je ne vais pas pouvoir aborder en ce moment, qui est peut-être trop compliqué ou trop évident, hein, et que je vais pas être assez à la bonne distance. Mais c'est pas du doute.
C'est un mot dont je me méfie, tu as compris, parce que c'est un mot presque philosophique. La psychanalyse n'est pas de la philosophie. Mais alors toi, tu doutes pas, mais enfin, tu doutes pas. En tout cas, tu te méfies du doute. J'essaie de conflictualiser ma pensée, c'est pas pareil. Mais quand, par exemple, Anne Sylvestre chante « J'aime les gens qui doutent », toi, t'aimes pas les gens qui doutent? Ils t'emmerdent, les gens qui doutent? Non, ça m'emmerde pas, mais je te dis, ça peut être une attitude narcissique. C'est devenu une attitude narcissique, tu vois, je doute, ça fait bien. C'est artificiel, quoi. Et puis, il y a des gens, c'est bien de douter, mais il y a un moment, il faut y aller, quoi. Bon, moi, il y a un moment, il faut décider. Il faut décider, et il faut y aller, il faut prendre position. Je parle pas seulement en politique, mais dans des situations. Et donc, à force de douter, ça peut être quand même un symptôme névrotique, etc. Donc c'est pas que je les aime ou pas. Si on fait quelque chose du doute, c'est-à-dire si ça fait penser, encore une fois, c'est pour ça que je préfère parler de conflictualité. J'ai envie de ça, je pense ça, mais je peux penser aussi autre chose. Et à ce moment-là, on fait un choix. On fait un choix où on fait pas un compromis pas au sens de compromission, mais on se dit, bon, voilà, le bon équilibre, c'est à la fois de prendre quelque chose de cette pensée-là et quelque chose de cette autre pensée. Est-ce qu'il y a une coexistence possible? Le mot doute, je me méfie, mais je n'ai rien contre spécialement. Hein, c'est pas... Mais la méthode scientifique, elle est là, si tu veux, pour moi, la freudienne en tout cas. C'est, justement, je parlais de désir, on peut être attiré par une pensée, par une pratique, etc. Ça parle de notre subjectivité. Le désir parle de notre subjectivité. Il faut qu'on ait conscience, et ça c'est la règle fondamentale chez l'analyste, et je pense chez tout homme, hein, parce que je ne fais pas de l'analyste un paradigme de tout homme, hein, mais c'est-à-dire on doit être conscient de notre subjectivité, de ce qui nous attire, de ce qu'on a envie, etc., pour pouvoir le mettre de côté et devenir un petit peu plus objectif. Si quelqu'un qui se dit « je suis objectif », sans avoir réfléchi sur d'abord sa subjectivité, sur ce qui l'attire, sur ce qu'il est tenté de penser, sur ce qu'il est tenté d'attendre de l'autre, etc., c'est une illusion. Hein. Donc voilà, dans ce sens-là, il y a quelque chose de scientifique, c'est de prendre conscience de ce qui nous attire pour pouvoir le mettre de côté et pouvoir être plus en rapport avec le réel. Quoi. Quel défaut de tes contemporains tu as le plus d'indulgence? Si tant est que tu aies de l'indulgence. Ah, je crois que je suis indulgent avec les gens que j'aime. Je suis bienveillant avec les gens que j'aime. Oui. Ouais. Avec les autres, je crois que j'ai plus de difficultés de l'être. Mais est-ce qu'il y a un défaut, tu te dis, bon, c'est pas grave, voilà, c'est... Écoute, c'est quelqu'un qui... Je peux être bienveillant avec quelqu'un qui est sincère. C'est-à-dire, bête mais sincère. Non, pas bête, mais qui peut se tromper, qui peut dire une bêtise, je sais pas, que moi je trouve une bêtise, ou qui ne va pas... Mais quelqu'un qui est sincère avec lui-même, je veux dire. Voilà, j'ai beaucoup de... T'as plus de mal avec les hypocrites, quoi. Bah, les hypocrites, c'est pas forcément... Les gens qui sont pas sincères avec eux-mêmes sont pas forcément hypocrites. Ils veulent une image d'eux-mêmes, quoi. Ils veulent se raconter des histoires. Et moi, je vois moi, j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de mes patients, parce qu'il faut être très courageux pour faire une analyse. Parce que sinon, d'abord, ça sert à rien. Je veux dire, ils viennent parce qu'ils veulent être mieux dans leur vie et comprendre des choses qui les empêchent peut-être d'être mieux dans leur vie. Et souvent, ils ont une sincérité avec autant qu'ils peuvent, avec leur histoire, avec les sentiments, avec les fantasmes, avec tout ça. Pas facile, hein. Et souvent, j'ai beaucoup d'admiration, cette sincérité avec soi-même, c'est-à-dire même d'aller à l'encontre de soi-même. D'ailleurs, on parlait de scientifiques, les grands scientifiques, comme Freud, comme Einstein, ils ont été à l'encontre d'eux-mêmes, à l'encontre de leur culture, à l'encontre de leur savoir, à l'encontre de plein de choses. C'est ce que j'appelle des grands hommes. Les grands hommes sont capables d'aller à l'encontre de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont tentés de croire, de ce qu'ils ont envie de croire. De remettre en cause qui on est, et ce qu'on pense et ce qu'on fait. Pour quelque chose de plus élevé. Voilà. C'est-à-dire un grand homme, etc., c'est quelqu'un qui va vraiment à l'encontre de ses croyances, justement. C'est pas qu'il change de croyance ou qu'il change de voie. Il va à l'encontre... mais d'aller à l'encontre de ses croyances, de ce à quoi on croit, et qui... je dirais, par exemple, Freud. Bon, t'as compris, je suis quand même
très familier de cette Le figure Sigmund. de Shlomo, dire ce qu'il a dit sur la sexualité infantile. Et il ne le dit pas comme ça, comme un truc intellectuel qu'il a découvert, il le découvre sur lui-même, et ça le trouble beaucoup. C'est-à-dire, à la mort de son père, il y a un tel bouleversement qu'il fait des rêves et qu'il repense à ses désirs de mort vis-à-vis de son père, à la sexualité infantile, c'est-à-dire ses fantasmes d'enfant sexuels. C'est vraiment être capable d'aller à l'encontre de sa culpabilité, de la culture du moment. Parler de sexualité infantile à l'époque, il en a reçu quand même des vertes et des pas mûres, etc. Et ça le gênait, c'est pas comme si, tiens, c'est formidable, j'ai découvert ça, les autres n'ont rien compris. C'était vraiment à l'encontre de sa constitution. Il voulait pas aller vers ça. Il n'aurait pas voulu découvrir ça. C'est pas un choix, si tu veux. Mais il a découvert des choses sur lui-même et après sur les autres, sur les patients, etc. Et sur les mythes, enfin, etc. Il y a tout un ensemble d'éléments qui lui ont fait construire effectivement des concepts et une théorie de la sexualité en particulier, de l'Oedipe, qui allait vraiment, où il s'est battu avec lui-même. Il n'avait pas envie de ça. Hein, c'est des grands hommes. Je pense qu'Einstein aussi, la relativité, on oublie quand même que c'était hors représentation, cette idée de relativité. Nous, ça nous paraît formidable, tu vois. Maintenant, ça nous fait rire, d'ailleurs. Je raconte souvent la blague, tu sais, tu passes une demi-heure avec tante Myriam, ça te paraît très long, et une demi-heure avec Scarlett Johansson, ça te paraît très court. Donc on en rit, mais à l'époque, c'était incroyable cette représentation, comme Copernic, quoi. C'est là où je dis c'est des grands hommes. Alors, chacun d'entre nous a essayé d'être un grand homme à sa mesure dans sa vie, c'est-à-dire de dépasser effectivement nos peurs, nos désirs, nos fantasmes, nos petits trucs, pour quelque chose de plus grand, quoi. Alors on va terminer, après on fera une petite conclusion, mais on va terminer par une question qui peut t'effrayer en tant que psychanalyste, mais parce qu'elle est un peu binaire et un peu artificielle, mais Ouais. en gros, il y a toujours eu cette vision de séparer les gens entre les optimistes et les pessimistes. Ouais. Et en France, on est un pays extrêmement pessimiste. On est le 3e pays le plus pessimiste du monde. Ah bon? Ouais. C'est qui les deux autres? C'est l'Afghanistan et, Ils ont je sais quoi? plus quoi. Voilà. Enfin, pour ça. Et donc, parmi les démocraties dites Ouais. avancées ou libérales, on Ouais. est le pire des pays. Ouais. Et le peuple français est un peuple globalement pessimiste. Ouais. C'est un peu ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire ce podcast, puisque moi-même, je commençais à devenir de plus en plus pessimiste et ça m'effrayait. Et donc toi, est-ce que tu as plutôt tendance à te classer dans les optimistes? Tu sais, avec cette fameuse phrase dont j'ai parlé encore avec une amie il n'y a pas longtemps, qui est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les juifs Ouais. optimistes étaient à Auschwitz et les juifs pessimistes étaient à Hollywood ou à New York. Ouais. Bref, C'est ça pas- ça c'est n'a pas pas aussi toujours été simple le que cas. ça. Parce qu'il Oui, fallait non, y ça n'a aller, pas été mais simple. fallait Ça n'a pas pouvoir été partir. aussi simple que ça, c'est clair. Mais donc, est-ce que tu te classes parmi plutôt les optimistes et devant l'avenir qu'on nous vend dans les médias, etc., qui est quand même un avenir très très bouché, est-ce que toi, tu arrives quand même à trouver des éléments, des sources, des ingrédients qui te font dire quand même qu'il y a des choses à espérer pour l'avenir? Écoute, d'abord, c'est une réponse pas très honnête que je vais te donner, qui correspond à ce que j'ai... Ah bah on va arrêter l'interview alors. Non, ça correspond à ce que j'ai dit sur la foi. C'est-à-dire, à Mhm. la fois, je n'ai pas la foi, et à la fois, on ne peut pas s'empêcher quand même de croire un peu, quoi, à quelque chose. Voilà. Et, écoute, j'ai envie de dire, et c'est pas forcément vrai, je suis ni optimiste ni pessimiste, mais je suis Bien au contraire. bien au contraire. Non, je suis optimiste pour moi. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question ne se pose pas. C'est comme la croyance, encore une fois. C'est-à-dire, il y a un problème, il faut y aller. Enfin, mes parents, encore une fois, m'ont transmis, et puis l'amour de mes enfants aussi m'a transmis quand même ce désir, ce besoin de combattre. Voilà, de combattre les épreuves, de surmonter les épreuves. Pas forcément de réussir, parce que ça, voilà, malheureusement, on réussit pas, on n'est pas sûr de réussir et on ne réussit pas tout ce qu'on voudrait. Mais au moins de les affronter. D'ailleurs, c'est ce que les enfants demandent. Et les enfants ne demandent pas à leurs parents d'être des Superman. Ça, c'est pas vrai du tout. Ça les écrase plutôt. Et puis, on ne l'est pas de toute façon. Mais ils ont besoin de voir quand même qu'on est un peu courageux et qu'on va essayer. Et donc, ça, je suis optimiste parce que, pour moi, parce que je sais que jusqu'à maintenant,
je peux le faire. Je peux essayer, d'affronter. On a tous eu des épreuves, voilà, et comme toi, moi et tout le monde. Voilà. Et je sais que j'ai acquis, ou on m'a transmis les deux à la fois, la capacité et l'idée quand même raisonnable qu'il faut y aller, quoi, quand il y a des épreuves. Donc, de ce côté-là, je suis, à la fois, je ne te réponds pas, je suis ni optimiste ni pessimiste, mais je le fais, quoi. Donc, sur moi. Et puis, j'ai confiance quand même dans... Tu sais, parler des œuvres d'art, moi, c'est les hommes et les femmes qui m'intéressent, c'est pas les artistes en soi. Il y a des artistes cons, je suis pas fasciné par les artistes. Je suis admiratif et un peu interrogatif par la capacité de création qu'ont certains, qui peuvent être n'importe quoi, pas forcément des artistes. Et ça, parce qu'encore une fois, ça résonne chez moi. Mais moi, c'est les hommes. Et quand on a la chance, comme toi, Gérard, qui était une belle personne, C'est gentil. comme tu es, non, mais c'est vrai. Quand tu es entouré de gens que tu as choisis, quand tu as pu, dans le cours de ta vie, t'entourer de gens que tu estimes et que tu aimes, et qui t'estiment et que tu aimes, voilà, et que tu es avec eux, quelles que soient les épreuves, et ben c'est déjà une raison de te dire, bon, la vie c'est bien, quoi. C'est un choix de la vie. Tu choisis les gens autour de toi, et quand tu es arrivé, voilà. T'as pas besoin d'être optimiste ou pessimiste, tu sais que tu fais partie de quelque chose que tu as choisi en grande partie et qui est bien et avec qui tu vas affronter les choses, non? Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que dans mon séminaire, juste le titre, quand je mets autour de quelqu'un que j'aime, que j'apprécie, autour l'homme et l'œuvre. Je dissocie pas l'autre. Il y a des gens qui ont apporté des choses formidables l'œuvre, mais qui ne sont pas des gens, à mon avis, qui m'inspirent, qui sont bien. Ça ne m'intéresse pas. Je peux être intéressé par une pensée de quelqu'un que j'aime pas beaucoup, mais quand même. Mais j'ai pas envie d'avoir des liens, j'ai pas envie de l'inviter, j'ai pas envie. Enfin, l'homme et l'œuvre. Et dans la vie, c'est comme ça. Et je crois que si on y arrive, on peut être optimiste parce que ça existe, ça. Eh ben, pour conclure, on va juste te demander qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Bah, sous-entendu, pour être heureux, même si le bonheur, on l'a bien compris, c'est pas un absolu. C'est un élément relatif. Bon, écoute, je sais que ton public est large, nombreux et large. Ouais. Mais écoute, tout à l'heure, on parlait du bonheur. Je disais qu'on est un peu schizophrène. En ce moment, on est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce qui se passe dans notre guerre avec les islamistes, avec le Hamas, et évidemment, on est déchiré, on est à mains égards, quoi. Et donc, je peux pas être heureux. Voilà, je suis inquiet, je suis déchiré, j'ai de la peine, de la rage, de l'espoir aussi, enfin, tout est mélangé. Bon. Et en même temps, dans ma vie, je suis plutôt bien. Donc on est schizophrène et je crois que c'est important d'essayer d'être bien quand même dans la vie parce que d'abord c'est la vie et on est entouré, il y a ce qui nous entoure. Et puis c'est comme ça aussi qu'on peut, c'est que si on arrive à rester à peu près bien, à penser, on peut se battre. Chacun à sa façon, chacun avec ses moyens, etc. Bon, tu le fais, je le fais, etc. Donc écoutez, la première des choses, c'est voilà, qu'on arrive à sortir, à se redresser. Je crois que c'est le cas en Israël, qu'on se redresse, en France aussi, qu'on se redresse devant la destructivité. Et la destructivité, c'est pas un mot abstrait. Il y a derrière la destructivité des exterminateurs physiques, des exterminateurs idéologues, hein, ce qu'on d'autres appellent les idiots utiles. Écoute, si on arrive à gagner cette guerre, il faut la gagner à la fois militaire, à la fois humaine, civilisationnelle. Je crois que ça sera déjà une base pour redevenir apaisé et goûter, regoûter ou goûter mieux ce qui est de formidable dans ce qu'on vit, chacun et collectivement. On peut pas
dissocier le singulier et le collectif. Voilà. Eh bien, on te remercie pour ce passage dans le podcast. On a été long, mais on a été, je pense, intéressant. Ouais. On n'a pas trop parlé de sexualité, et je te c'est le dois. normal. Je dois avouer que c'est un sujet, à part une personne depuis le début du podcast, puisqu'on en est à peu près, on est à plus de 60 épisodes maintenant. Ouais. Et à part une personne qui m'a parlé de sexualité, toutes les autres n'ont pas parlé de sexualité. Alors que... Qui c'est ? Alors je me rappelle plus. Oh bah non, mais je t'as sais pas marqué sur sa sexualité. Non. Mais c'était pas moi, parce que je me suis auto-interviewé. Enfin, plutôt c'est ma femme qui m'a interviewé récemment. Ah, alors tu pouvais pas tout dire. Mais non, je pouvais pas tout dire. Et notamment, quand tu as dit que c'était beaucoup lié au fantasme, etc., Absolument. J'allais pas avouer. Non. Alors, elle en connaît probablement quelques-uns, mais il ne faut voilà. pas qu'elle connaisse tout. Voilà, il faut quand même garder un jardin secret. Mais bon, effectivement, c'est une de mes sources de curiosité et d'interrogation. Pourquoi personne n'aborde la sexualité alors qu'on est bien d'accord qu'elle est théoriquement constitutive du bonheur. Je veux dire, la sexualité fait partie de la... Voilà. Et la relation amoureuse et la sexualité fait partie de la relation amoureuse. Et ben voilà, effectivement, on n'a pas parlé beaucoup de sexualité, mais comme je crois, je vais révéler un secret à nos auditeurs, on va aller manger un bout à l'extérieur, on va peut-être parler de sexualité, on va aller au fumoir, tous les deux. Ou pas. Ouais, bon, en tout cas, merci beaucoup, Michel Gad, et qu'on appelle familièrement Micha entre nous. Pour les intimes. Voilà, pour les intimes. Et merci beaucoup, et puis peut-être à bientôt. Merci, Gérard. Au revoir.